Ouais, je vais revenir juste un tout petit peu sur la Tour Tech, donc qui était la semaine dernière. Je ne peux que vous encourager d'une manière générale à aller en conf, mais en particulier à la Tour Tech, c'était vraiment cool. Il y avait des gens, il y avait des speakers qui étaient super. Il y avait des sujets qui étaient super intéressants. Je prépare un article, j'ai commencé à préparer un article que je mets en général sur LinkedIn parce que j'ai pas encore vraiment de blog à moi. Ça sera un des sujets, notamment du stream, quand je serai un peu plus voilà, que je serai un peu plus engagé et un petit peu plus disposé à ça. Mais voilà, enfin, regardez s'il y a des confs, il y en a plein. Vous pouvez les retrouver relativement facilement si vous allez sur un conference hall. Voilà, c'est ça, je cherchais le lien, merci. Voilà, il y en a plein qui sont ouvertes avec des call for paper, etc. Créez-vous un profil, regardez ce qu'il y a, je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Il y a énormément de choses à faire, il y a plein de petites confs, notamment des petits meet-up, et petit ne veut pas forcément dire moins bien, parce que souvent bah, je vois des trucs comme le titre en plein, etc. C'est souvent sur des conférences comme ça qui sont pas si loin que chez vous, parce qu'il y en a quand même dans tous les sens, que vous pourriez trouver des choses intéressantes. Donc, je reviendrai plus en détail sur la Tour Tech. C'était super, merci beaucoup aux orgas, etc. Et il y a pas mal de choses à redire. Si, je vais quand même dire quelque chose que je mentionnerai dans l'article, mais j'en parle là en stream parce que c'est un sujet que je considère comme intéressant, voire même absolument vital. Euh, c'est la deuxième fois, alors j'en ai fait quelques-unes avec l'année dernière, hein, mais c'est la deuxième fois que j'entends parler de l'équilibre financier des confs. Hein, j'en avais parlé déjà la dernière fois, c'est pour ça que je fais un peu un follow-up là. On le sent, d'une manière générale, hein, encore une fois, c'est la crise, mais c'est tout le temps la crise, donc ça veut rien dire de dire c'est la crise, mais la situation d'une manière générale est relativement compliquée pour un peu tout le monde. Donc c'est difficile pour les confs d'à la fois proposer davantage de services, etc. Salut Braco, davantage de services, etc. et d'opportunités et de qualité, voilà, je pense au repas, je pense au lieu, etc. Et en même temps d'arriver à compenser avec, on ne peut pas tout compenser avec les billets, on ne peut pas tout compenser avec notamment les sponsors ou les ventes de merch, donc c'est surtout les sponsors qui prennent le relais. J'avais dit qu'il y avait la BDXIE il n'y a pas longtemps qui avait montré, alors ça devait être sur Twitter je pense, une ventilation de leurs coûts, etc. et de ce que ça représente. Et au sujet de la Tour Tech, c'était le cas aussi. Donc, vous pouvez participer en tant que speaker, vous pouvez participer en tant que participant, bien évidemment. Je vous encourage aussi à regarder ce qui peut se faire au sein de vos entreprises. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, et je m'excuse si c'est le cas, je crois que les sponsorships côté Tour Tech, ça commençait à 800 euros. Quoi. Je ne vais pas dire que 800 euros, c'est rien pour une entreprise, bien évidemment, mais il y a tout ce qu'il faut. Et je sais, voilà, c'était aussi pour ça que je voulais aller sur la Tour Tech. Je sais qu'ils ont en permanence de toute façon leur dossier de sponsoring, etc. Et ils ont plein de choses, ils ont tout ce qu'il faut, et ça peut être des contributions. Alors voilà, c'était ça. Bah, ouais, bon, bronze, 800 euros, voilà. 800 euros, et puis après ça monte effectivement sur les différents sujets. Jetez-y un œil, vous êtes dans une position où vous pouvez pousser éventuellement ce genre de choses au sein de vos entreprises. Jetez-y un œil, c'est toujours intéressant. Les organisations, les associations des organisateurs de conf sont très transparents là-dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas au moins y jeter un œil. Ça peut être une excellente opportunité, que ce soit en visibilité interne, de dire que vous faites ce genre de choses. Hein, pour le recrutement notamment, ça peut être assez intéressant. Et de manière externe, bah, le fait de dire que oui, vous participez à la telle ou telle conf, c'est pas non plus, voilà, ça va pas vous faire changer la partie commerciale, mais je pense que c'est important aussi. Okay, de contribuer aussi à l'écosystème. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on sait faire dans notre domaine, c'est de prendre ce qui est gratuit. Par contre, dès qu'il s'agit de put your money where your mouth is et d'avancer sur du sujet, bah, je pense notamment à l'open source, parce que c'est notamment à ça que je fais référence, il n'y a plus grand monde derrière. Et ça, je trouve ça au minimum assez douteux, quoi. Voilà. Donc, je reviendrai plus en détail sur la Tour Tech 2025 en elle-même et tout le bien que j'ai pu en penser. Voilà. Et en termes d'actu, donc là nous sommes le 11 février, et en termes d'actu, donc moi la prochaine actu c'est le 26 février.
parce que mon joli petit meet-up là autour des Métallois, qui avait été très gentiment organisé par Software Crafters à Rennes, n'avait pas pu se faire, parce qu'il y a eu un tout petit peu des inondations en Pays de Vilaine, et ça a été une situation extrêmement compliquée, et par simplicité, on avait décidé de décaler. D'où le 26 février. Donc, si vous avez ça dans vos tablettes, tant mieux. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous le mets dans le chat et je vous mettrai ça dans les liens, etc. Voilà. Voilà, donc les Métallois continuent. Sachant qu'on n'a pas fini d'en parler des Métallois. Je fais un petit teasing comme ça, mais là, c'est vrai que c'est assez cool. Voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais pas prévu de machin. Je vais ouvrir mon CFP du Devox, My Speaker Profile. Je sais plus si c'est avec cette adresse là ou pas. Non, c'était avec l'autre. Bon, c'est pas grave. En fait, HTMX, ma conf sur HTMX a été prise au Devox 2025, donc j'y serai. Donc c'est en avril. Voilà, j'aurais pu réouvrir ce lien, puisque je crois qu'il y avait les informations dedans. Voilà, du 16 au 18 avril au Palais des Congrès. Donc très content que HTMX en tout cas ait été prise, donc vraiment très très content. Il y en a peut-être une autre qui va être prise, qui est en ballottage, donc on verra bien. Mais je sens que ça va être une édition du Devox pas piqué des hannetons, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est l'autre sujet. Bah, regardez d'ailleurs aussi, le Devox, c'est un sujet en soi. Si vous voulez y participer, ce sera bien évidemment avec grand plaisir. Moi, j'aime bien voir des gens. Alors, je vais lister un certain nombre de choses. Ça va être un poil dans le désordre, comme d'habitude, mais jusqu'ici, ça vous a pas dérangé, je crois. Donc, on va faire ça comme ça. Je regarde en même temps mon super onglet. Ma caméra est un peu grande sur ce truc-là, article. J'ai l'impression que ça gêne un petit peu la lecture des fois. Là, je vais faire comme ça. Hop là, voilà, comme ça je peux garder un petit peu le white space. C'est plutôt pas mal. Ouais, je vais éviter de jouer quand même. Si je fais transition là, ça va. Ah si, quand même, ça marche bien. Ok. Alors cet article, je l'aime beaucoup parce qu'il va me permettre d'adresser un certain nombre de choses. Voilà, je commence direct. J'ai commencé par les confs, histoire que ce soit un petit peu consensuel. Ça va l'être un peu moins, parce que j'ai pas mal de choses à dire. I'll think twice before using GitHub Actions again. Donc un article très intéressant, parce que pour le coup, il plonge au cœur des GitHub Actions, en général, en particulier, et en général sur le sujet des CI/CD en SaaS qu'on a, alors que ce soit GitHub, GitLab, Azure DevOps, etc. Je vais pas dire que je mets tout le monde dans le même panier, mais un peu quand même. Okay, je vais partir de ce sujet-là parce que cet article il est assez intéressant et après je vais extrapoler sur d'autres choses. Là en fait, bon, il y a tout un tas de critiques autour de la manière dont les GitHub Actions sont faites, alors que ce soit avec des YAML, que ce soit la partie utilisation des runners, etc. L'un des sujets qui revient régulièrement, c'est le lack of local development. Le fait que GitHub doesn't care, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. L'article est assez court, mais en fait il me permet d'adresser un sujet d'une manière générale. Il y a une tentation en fait dans notre métier, dans notre domaine, d'essayer d'en faire le moins possible, ce qui m'amènera à un autre, je vais le préparer là, comme ça je l'aurai sous les yeux, voilà, de se dire que le fait de construire soi-même c'est une mauvaise chose, et le fait d'aller utiliser un autre service, idéalement gratuit, c'est pour ça que même dans des entreprises, des fois du CAC 40, etc., enfin des grosses entreprises, on se retrouve à voir des trucs qui sont utilisés avec les licences free, ce qui continue de me surprendre, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Et le truc derrière, c'est que pour moi, ça fonctionne pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser des services comme ça pour gérer l'intégralité de vos chaînes d'intégration et de déploiement, vous allez à un moment donné, et ça c'est une des méta-lois, vous allez devoir, au fur et à mesure, ça aussi c'est très pernicieux, choisir où vous mettez votre complexité. Hein, je laisse en interro, surprise, c'est quelle loi justement qui parle de la complexité et du fait qu'on ne peut que la déplacer et jamais l'annihiler. Et il y a un truc là-dessus au niveau des chaînes de CI/CD, de se dire, ah oui, on va utiliser GitLab CI ou GitHub Action ou autre chose, encore une fois, hein, là je pointe pas un en particulier, sur le fait de dire, bah, on part du principe qu'on va utiliser ça, et on va devoir s'adapter pour pouvoir rentrer dans ce paradigme. C'est même des séductions de plateforme. Free tiers reconfig preset deploy en 3 clics.
Exactement. Et très souvent, vous voyez ça aussi en conf. Ça me permet d'adresser une légère critique au niveau des confs sur le fait de, bah oui, on arrive en conf, il y a un truc qui est montré, un POC, etc. Un use case extrêmement simple. Et après, quand vous retournez dans votre boîte avec ces use cases ultra complexes, eh ben, ça devient très vite compliqué et on se retrouve à créer une espèce de monstre de Frankenstein autour de ça. Ça, c'est un problème, vraiment. C'est pas grave de faire sa CI soi-même. C'est peut-être surprenant en 2025 de dire ça, mais ouais, c'est pas grave. On n'est pas obligé de. Et je me suis retrouvé dans une mission notamment à dire non, on va pas forcément déployer un key vault ou un truc comme ça pour stocker juste de la config. Tant qu'on n'en est pas à stocker des secrets, on peut s'en sortir en sourçant des variables d'environnement dans un repo. C'est que c'est ancien de faire un git clone, un CD et un source d'un fichier d'OTANV. Je sais, ça paraît surprenant, mais ça fait le taf. Et ça évite justement d'avoir une dépendance avec un service, le vendor lock-in, etc. Vraiment, ça me pose un problème, parce que là, en l'occurrence, cet article-là, il aurait pu s'éviter très facilement, parce que, grosso modo, le mec, il dit quoi? Il dit, notre code, il vit dans un monorepo sur lequel on fait du trunk-based. Le problème, c'est pas le trunk-based, c'est de dire, on va essayer de faire du monorepo. Moi, j'ai essayé plein de fois d'essayer de faire du monorepo avec GitLab, notamment, et c'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est pas fait pour. Voilà, on va essayer de faire rentrer un paradigme qu'est le monorepo dans un truc qui n'est pas fait pour. Et ça, c'est une friction, et le truc, c'est qu'on est extrêmement doué, et c'est encore pire avec l'LLM, on est extrêmement doué pour trouver des solutions à des problèmes. Mais même de Jeff Goldblum, c'est pas parce que on a pensé au fait que c'était possible qu'on s'est posé la question de dire est-ce que ça valait le coup de le faire. Parce que tout ce qu'on rajoute en termes de code, de bricolage, etc., il faut le maintenir derrière. Et ça ne va pas forcément gérer tous les use cases, etc. Un autre cas que j'ai eu, c'était le fait de dire je vais appeler des child pipelines sous GitLab et je vais récupérer leurs résultats pour alimenter ma pipeline principale. Non, il faut bidouiller. Parce que vous ne pouvez pas faire ça facilement avec des child pipelines dans GitLab. Il faut utiliser des artefacts, etc., etc. Vous ne pouvez pas juste vous en servir comme de simples fonctions. Je crois que je l'avais déjà mentionné, mais c'est histoire d'illustrer le truc, quoi. Il y en a un, par exemple, pour le coup, je vais aller plutôt dans le sens des plateformes de ce point de vue-là. Azure DevOps gère très bien le monorepo, parce qu'ils ont tout un tas de fonctionnalités où, suivant le chemin sur lequel vous allez avoir des commits, etc., enfin dans le diff, il va dire, ok, sur ces chemins-là, il va y avoir tel reviewer, sur ces chemins-là, il va y avoir tel CI. Là, la plateforme est faite pour. Là, vous pouvez faire du monorepo. Vous voyez, je dis du bien de Microsoft de temps en temps. Enregistre-le, ça ne va pas être souvent. Mais vraiment, là, je pense qu'il y a une responsabilité des organisations sur, le fait de forcer leurs développeurs à utiliser telle ou telle plateforme parce qu'ils ont décidé de supporter tel ou tel truc ou qu'ils sont dans tel ou tel environnement, écosystème, etc. C'est pas grave s'il y a des équipes qui ont GitHub, des équipes qui ont GitLab et des équipes qui ont ADO. C'est pas grave. C'est peut-être un peu plus compliqué à gérer en termes de licensing, etc. Oui, mais posez-vous la question à la base de pourquoi ces équipes-là en ont besoin. Et si ça se trouve, elles en ont vraiment besoin. Donc voilà, donc ça c'est le sujet. Et puis après en particulier, alors au-delà de la soupe de YAML qu'on a tendance à nous fourguer, YAML c'est pas un langage de développement, donc oui, vous allez pouvoir mettre des trucs dedans, etc. Mais au bout d'un moment, là, ça passe là. Ok, on a $1, un peu de moustache, etc., des ou, etc. Mais vous voulez rentrer dans des trucs plus compliqués, ça va gratter, ça va bricoler. Ok ? Donc là aussi, il y a des questions à voir. Si vous avez des workflows qui sont extrêmement simples, peut-être que ça suffit. S'ils sont plus compliqués, peut-être qu'il faut se poser des questions. Je ne vous encourage pas à vous en servir ou ne pas vous en servir, mais c'est compliqué. Escalade d'engagement sur les outils, tu payes GitLab, GitHub, donc tu l'utilises à 100%. Ouais, il y a une espèce de volonté un petit peu comptable derrière, quoi. De dire, mais attendez, GitHub, GitLab, tout ça, c'est un peu la même chose, pourquoi on n'harmonise pas ? Non, voilà. Et les gens qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne font pas de tech. Là aussi, il y a peut-être des questions à se poser dans la chaîne alimentaire, là, de se dire, peut-être qu'il faut davantage de gens qui font de tech. Parce que je rappelle quand même à tout le monde qu'en 2025, toutes les entreprises sont des boîtes de tech, qu'elles le veuillent ou pas. Qu'elles le veuillent ou non, quoi que soit leur métier. Alors, il y a peut-être des discussions, mais d'une manière générale, non. Vous faites du négoce, vous allez avoir un site web, du B2C, du B2B, etc. Vous faites du luxe, il va y avoir de l'e-commerce, il va y avoir du B2C, et des fois du B2B, parce que vous faites du wholesale, etc. 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 Vous faites du médical, il y a un sujet qui s'appelle les IA, les LLM, et donc maintenant, tout votre aspect médical va être backé par de la tech.
de la tech, de la tech, de la tech. Donc, voilà. Et ça, le lack of local development, mais ça m'énerve. Parce qu'en plus, moi, voilà, je suis full remote, donc il suffit qu'à un moment donné, il y ait, parce que ça arrive jamais, mais en fait, ça arrive régulièrement, qu'il y ait un souci d'accès à GitHub, que les runners soient pas dispo, que X ou Y, des fois, je me dis, mais non, désolé, vous êtes en train de me dire que c'est génial la nouveauté, etc. Ok, très bien. Sauf que moi, avant, je faisais make en local, ça turbinait et j'obtenais un résultat, un truc que je pouvais tester. Là, si à chaque fois je dois aller demander l'autorisation, lancer le VPN, mais en fait, machin, accéder à tel service, etc., c'est une purge. Et ne me dites pas que ça n'arrive jamais. Ne me dites pas ça. Parce qu'on on le sait tous et toutes. Non. Et le dernier point est très intéressant, GitHub doesn't care, et effectivement, quand on regarde les issues, etc., et là je comprends tout à fait, hein, encore une fois, côté GitHub, GitLab, ADO, etc., ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tout prioriser, et en plus les gens qui s'en servent sont pas dans une logique OSS, à mon avis, ils sont dans une logique de je consomme un service, des fois je paye pour un service, des fois je paye très cher pour un service, donc j'en attends du support. Ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas gérer du monorepo et en même temps des déploiements Kubernetes et en même temps du dev conteneur, etc. C'est pas du lag, c'est par design pas bien foutu pour le local. Ouais, bon, allez, rasoir de handlone, je préfère attribuer à l'incompétence plutôt qu'à la malice. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect je crée ma rente en SaaS, etc., bien évidemment, si vous avez un moyen de le bypasser complètement, on sent bien que la friction sur ce genre de choses, c'est un sujet, quoi. Enfin, voilà. Bon, je vous le mets là, hein. Coller. Et ça me permet d'amener donc un autre sujet, et je vais étendre là-dessus. Build it yourself. Et ça j'aime beaucoup cet article qui, pour le coup, est beaucoup plus long. Et enfin, pas mal plus long, parce qu'en fait, moi, il m'a redirigé, notamment avec les liens sur d'autres sujets, sur d'autres, etc. Et c'est vraiment l'illustration de ça. C'est vraiment l'illustration de ça. En plus, il est très récent. J'aime beaucoup cet article. Donc là, ça parle de utiliser des dépendances en Rust. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, je viens de l'univers web, TypeScript, JavaScript, NPM, etc. Et s'il y a bien un truc qu'on sait faire dans cet écosystème-là, peut-être quelque chose qu'on fait plus que côté Python, Java, etc. Parce que pourtant, j'en ai vu des Maven et des requirements.txt qui sont bien gratinés. C'est faire du npm install compulsif et voilà, il y a des trolls sur des fonctions qui sont une fonction qui est dans un import, etc., dans une dépendance. Et c'est vrai qu'on arrive à des centaines, des dizaines de milliers, etc., de dépendances, et c'est infernal, parce qu'il suffit d'un bug fixe au mauvais endroit pour vous péter la totalité de votre app, quoi. Et je ne parle même pas des histoires d'API, des différentes dépendances qu'il peuvent y avoir, etc. Il y a tout le temps des soucis. Et ça, c'est quand c'est maintenu. Quand c'est plus maintenu, vous avez le problème des failles de sécurité, de la supply chain attack, etc. Enfin bref. Et excellente démonstration, en tout cas dans cet article-là, autour du fait de récupérer la taille du terminal. Et c'est marrant parce que ce que je disais là, c'est que autant dans les écosystèmes Rust, on réinvente moins la roue, j'ai l'impression de manière générale, et quand on la réinvente, on a des RustDocs, etc. Enfin, c'est super bien fait. Il y a une vraie réflexion sur le typage derrière, mais il y a une vraie réflexion sur le fait de tout simplement réécrire du code des fois, même si ça existe déjà, même si ça a déjà été fait. Peut-être que c'est pas totalement comme vous le voudriez. Donc j'en reviens à mon histoire des CI/CD qui font tout et n'importe quoi, mais qui font pas forcément votre use case. Quand vous écrivez votre code, vous l'écrivez pour vous. Puis dire, voilà, et peut-être qu'il va y avoir une patte en plus sur votre fonction parce que votre cas, votre use case, il a besoin d'une patte en plus. Et encore une fois, c'est pas grave. Vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. Et c'est peut-être, si c'est grave, entre guillemets, enfin, du moins, c'est aussi grave que s'enfermer dans une dépendance qui va peut-être vous péter à la figure, ou vous causer une supply chain attack, ou vous causer une faille de vulnérabilité, ou vous coûter de l'argent parce que vous enfermez toute votre équipe, voire même votre entreprise entière, dans un choix d'outils. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir là-dessus, je vais vous le partager aussi, mais c'est super intéressant, notamment au niveau de la technique fine. Et voilà, ça c'est ce que j'aime le plus. Mini Ninja, que je ne connais pas, là pour le coup je ne connais pas assez l'écosystème de comment ça s'appelle, de Rust pour ça, mais dans leur README, ils célèbrent le fait qu'ils ont une seule dépendance, à savoir CRD, donc sérialisation, désérialisation. La lib qui est super connue. Et le plus drôle, c'est qu'ils ont une PR pour s'en débarrasser de CRD. Vous voyez, c'est un peu de l'absolutisme, mais en même temps, je comprends.
pour manger des 1000 peut-être problèmes autour de ces histoires de dépendance, il y en a vraiment marre. Alors je dis pas qu'il ne faut jamais rien utiliser en termes de dépendance. Hein. Si vous utilisez un framework, ça me paraît logique que vous utilisiez les dépendances du framework et que vous n'ayez pas recréé le vôtre, certes. Hein. Mais ça fait partie des choix justement de stack à faire. Donc voilà, donc super intéressant à voir et surtout à réfléchir. Vraiment, je vous incite là-dessus. J'essaye de ne jamais donner de réponse tranchée, alors que pourtant je suis assez connu pour avoir des avis assez tranchés. Le mec qui disait du mal de Microsoft il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, réfléchissez-y, quoi. Autre sujet, je vais faire un détour. Pour parler d'un truc qui m'est pour le coup passé totalement inaperçu. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Je vais zoomer un peu. Alors c'est Pali. Je connaissais pas du tout Pali. Et lors d'un des talks de... alors, je sais plus si c'était Tourentech ou Snowcamp. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu qu'au niveau de l'accessibilité, si ça devait être Tourentech, il y avait Pali qui était mentionné. Alors je connaissais Axe, etc. Mais je ne connaissais pas Pali. Et pour le coup, ça peut être un excellent... Déjà, il y a un outil en ligne de commande, etc. Mais il y a une... c'est clair, montée de version Rust, je l'ai fait, je l'avais fait pour Teddy notamment, là, Henri, si tu nous vois. Voilà, tout est explicite parce que tout pète et tu vois tous les endroits où ça pète et t'as plus qu'à te laisser porter par les messages d'erreur. Ça, c'est vraiment le plus confort, quoi. Ah non, mais ça c'est clair. Et donc Pali Dashboard, qui est donc en complément de la partie Pali. Ça c'est bien parce que pour le coup, ça donne des éléments visuels. Donc ça c'est bien pour faire le pont avec des équipes des fois de QA, de recettes, etc. qui sont pas si tech que ça. Du moins c'est assez compliqué. Et alors, pardon, je fais juste, voilà. Ouais. Ça normalement c'est fait. Oui, ça a dû être fait. Ok. Non, je bannissais un bot. Alors, oui, donc voilà, donc super intéressant parce que pour le coup, l'accessibilité c'est important. Ça, c'est bien évidemment, c'est même pas en discussion. Mais le fait de pouvoir donner des éléments et des éléments dans la durée, je trouvais ça super intéressant. J'ai commencé à creuser un petit peu leur. Alors là, c'est le dashboard, c'est la partie un petit peu visuelle, mais j'ai creusé un peu leur ligne de commande. C'était assez sympa. Donc voilà, relativement simple pour raccrocher avec le dashboard derrière. Bon, c'est du Node. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, du moins, on n'est pas perdu. Donc voilà. Donc l'intéressant, c'est qu'en fait, il y a différents runners qui sont faits justement pour l'accessibilité. Il y a Axe, il y a HTML Code Sniffer que j'ai très très peu utilisé. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de comparer les deux. Donc voilà, très très facilement intégrable à une CI/CD ou à une chaîne de Makefile avec les exit codes, etc. Voilà, j'en parle pas davantage. Il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Ils ont un site qui est relativement bien fait et puis des considérations par rapport à ça. N'hésitez pas. Voilà, je le mets là aussi, comme ça je l'oublie pas. Ouais, Pali, c'est vraiment intéressant. Alors, ce que je vais faire ça, comme ça je peux fermer ça et garder ma fenêtre ouverte. Alors, rien à voir, mais comme ça je dump un peu, et puis ouais, on va prendre un petit peu de temps. J'ai dit que je prenais un peu plus de temps aujourd'hui. Ça, je l'ai vu passer, effectivement. Ça revient régulièrement. Donc j'avais parlé déjà de curl, qui avait eu des issues de vulnérabilité qui avaient été générés par IA, avec des échanges assez lunaires du mainteneur qui disait que ben non, là il n'y avait pas de vulnérabilité, et l'IA en face qui insistait en disant si, il y a une vulnérabilité, alors qu'elle était passée à côté d'un détail qui faisait qu'il n'y en avait pas. En tout cas, c'était le cas. Ça avait l'air d'être le cas. Et en fait, il y a un vrai sujet, d'une manière générale, du spam d'IA. D'une manière générale, ok. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, c'est très facile de créer un agent d'IA. Je dis pas que c'est facile de créer des IA. Non, mais de créer un agent qui va utiliser un IA, et d'ailleurs, il y a tout un tas de mèmes sur le fait qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent et qui sont juste des wrappers autour de ChatGPT, maintenant, j'imagine DeepSeek, etc. Mais il y a un vrai sujet de la pollution, hein, vraiment le terme de spamming, de la pollution qu'on peut faire avec des IA. Alors, sans même rentrer dans les histoires de fake news, etc. On va y venir à ces histoires-là, mais le simple fait d'avoir la capacité de générer du contenu quel qu'il soit,
Pour moi, déjà, de base, c'est un problème. Et quand je dis quel qu'il soit, j'inclus du bon contenu, ce qu'on pourrait considérer comme du bon contenu. Il y a un problème là-dessus parce que les IA vont s'entraîner avec ce contenu-là, par la suite, et donc on va rentrer dans une dégradation au fur et à mesure de la qualité. Alors a priori, ça ne serait pas tout à fait le cas. Moi, je suis assez pessimiste déjà, je suis déjà assez bearish sur les IA, mais j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Et ça, en particulier, le fait d'avoir des fake issues qui sont créés parce qu'il y a des gens qui veulent soit se montrer contributeurs ou tester leur agent, pour différentes raisons. Et ouais, la Dead Internet Theory, je voulais y venir, bien évidemment. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je vais ouvrir un onglet à côté. Mais ouais, de plus en plus, je me dis qu'on se crée une Dead Internet Theory. Voilà, ça devait être dans mes liens. Tac, tac, tac. Et de plus en plus, on se retrouve dans cette situation-là où ce qu'on a en face de nous a de moins en moins de sens. Et ça, la partie sémantique, elle est importante. Là, le sujet, c'est... je mettrai les deux. Là, le sujet, c'est les fake issues, en l'occurrence sur GitHub, etc., qui sont générés par des IA. Mais ça va être le cas au niveau des posts LinkedIn, ça va être le cas au niveau des... Ouais, du courrier qu'on reçoit. Enfin, ça va être le cas dans tous les sens. Je pense pas que ce soit une bonne tendance. Je pense pas qu'on puisse l'arrêter. Là aussi, je vous alerte, ne serait-ce que pour y réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter. Je pense que ça va s'accélérer. Et je pense que de plus en plus, on va perdre du sens. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai, moi, comme sentiment quand je lis du ChatGPT, quand je vois du Sora, etc., c'est... Je vois des choses, elles sont structurellement... Enfin, ça ressemble à un canard, quoi, comme on dit dans l'expression. Ça a le bruit d'un canard, etc. Mais je sais que c'est pas un canard. Je m'en rends compte. Je sais, ça a tous les attributs du canard, mais c'est pas un canard. Je le sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intention, ça n'a pas de ce qui fait que je me dis que ça sert à quelque chose, quoi. Oui, ça va se propager partout. Mail, réseaux sociaux, actualité, outillage, hotline. Oui, on le voit. J'interagissais avec mon assureur aujourd'hui et il fallait absolument me mettre une page avec un chatbot, etc., qui voulait me poser des questions pour savoir ce que je voulais savoir avant de m'autoriser à discuter avec un humain. Et en l'occurrence, j'ai besoin d'un humain. C'est pareil quand vous voulez la garantie G30 SNCF, vous devez vous taper un chatbot avant d'accéder au formulaire G30. Vous ne pouvez pas faire directement je veux le formulaire G30. Voilà, donc cet article-là, il est très bien parce que pour le coup, ça résume un petit peu la partie issue, IA, etc. Il y a pas mal de liens, notamment cette espèce de polémique avec Outlier que je ne connaissais pas du tout. Et il y a une grosse déresponsabilisation aussi des IA sur le fait que si les gens ils s'en servent pour faire n'importe quoi, de nos agents, c'est pas de notre faute. Ouais. Ok, les marchands d'armes sont pas responsables des meurtres, mais bon. On a le droit de se poser des questions d'un point de vue éthique. Parce que ça, le sujet de l'éthique des IA, ça va commencer à être un vrai sujet, quoi. Et surtout, autant Kevin qui fait un petit agent dans son coin, bonjour à tous les Kevin, et qui va aller spammer sans le vouloir quelque chose, très bien. Mais quand on a accès aux ressources d'un État, une nation qui aime faire des attaques, ça va être un vrai problème. Parce que là, il y a des sujets, au-delà des histoires de DDoS, etc., il y a des sujets de vulnérabilité, d'attaque, et puis de vrais gens, en fait, derrière. Donc c'est bien gentil de se faire plaisir, mais à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des vrais gens. Donc très bien, je vais vous le mettre, celui-là, parce que... Et puis le Dead Internet Theory, comme ça, vous aurez la sauce. Moi, comme ça, je ne les perds pas. Ça me sert en plus de marque-page un peu. Et le Dead Internet Theory, c'est vieux, hein. C'est... Ouais, 2016-2017, ouais. Et ça ne peut que... on aimerait avoir tort dans ces cas-là. C'est ça que j'aime pas, c'est que je lis un truc comme ça, je me dis j'aimerais avoir tort, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'avoir raison, quoi. Sur ces sujets-là, en tout cas, pas sur tous. Alors, je vais... je vais être obligé de le faire. Ça me permettra de faire une transition. Je sais pas si non, les autres je les garde sous le coude un peu pour jeudi, comme ça s'en gardera. Alors, ça, il y en a un qui va se sentir visé. Il existe un annuaire de tous les types d'algorithmes qu'on peut faire en Rust.
Alors c'est super intéressant pour le coup parce que dès que vous entendez un nom, etc., Dijkstra, Depth Search, Binary Search Tree, voilà, en termes de data structure, etc., vous pouvez vous poser la question de comment c'est, comment on implémente, etc. Et ben il faut savoir que, en l'occurrence pour Rust, et peut-être que c'est le cas pour d'autres langages, il existe une page qui vous donne directement les algorithmes qui vont bien. Et en plus, il y a des tests et tout, c'est magnifique. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à utiliser et à brancher. Je pense que les gens qui font du speedrunning d'Advent of Code, ça me permettra d'avoir un peu une transition, ils utilisent ce genre de choses parce qu'ils disent, ah bah ok, dans telle typologie, je vais aller faire du lowest common ancestor, et donc voilà, je vais avoir mon graphe, etc. Et donc j'ai déjà l'algo derrière, et j'ai plus qu'à plugger les points d'entrée, avoir la sortie, etc. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, parce que pour le coup, il y en a dans tous les domaines, hein. Là, j'avais machine learning, les mathématiques, il y avait voilà, les algorithmes de tri. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pigeonhole sort? Moi, non, pas comme ça de tête. Et donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut avec les tests qui vont bien derrière. C'est une initiative que je trouve, j'ai passé un bon moment de mon après-midi là-dessus, c'est une initiative que je trouve extraordinaire, parce que c'est super complet, hein, pour le coup. Il n'y a pas grand-chose que j'ai vu là-dedans où je me suis dit, ok, ça, il n'y a pas, ou l'inverse. Ouais, les ciphers notamment. Alors des fois c'est très bête, hein, c'est très idiot, mais justement vous voulez voir comment c'est fait. En l'occurrence en Rust, vous pouvez, et ça c'est super cool, comment on convertit de l'hexadécimal au binaire. Enfin, truc tout bête. Voilà, avec les tests qui vont bien derrière. Et alors bien évidemment, je vais me refuser d'utiliser ça pour l'Advent of Code. Du moins là dans un temps certain, mais je pense que c'est intéressant après coup de lire et de se renseigner, de se dire ah ouais, ok, voilà comment c'est fait. Littéralement de se dire comment j'aurais fait, parce que je crois que je l'ai fait ça, le Depth First Search, il me semble. Là, il a été fait de la manière, j'imagine, parfaite, optimisée, etc. Comment vous l'auriez fait? Et je pense que c'est là aussi l'intérêt des trucs comme Advent of Code. C'est pas à résoudre avec un score, etc. L'idée, c'est de se dire quelle méthode j'utilise pour comprendre ce qu'on me demande, le traduire en enchaînement d'algorithmes, et puis après, comment je le code, hein. Il y a la partie implémentation, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup cette page, je pense que je vais la voir en marque-page pendant un moment, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Voilà, j'avais lu un article sur les k-means notamment, à un moment donné en termes de machine learning, et c'est vrai que de voir l'algorithme comme ça, je peux me dire, ah ouais, ok, d'accord, ça se conçoit comme ça. C'est génial, ça se transpose, j'imagine en plus relativement facilement à d'autres langages, si vous avez des choses relativement proches, C ou Python, ou des trucs comme ça, ou JavaScript. Mais ouais, super reco. Toi-même, tu sais, je te remercie. Je le garde. Copier-coller dans ma codebase, remplacer le truc dans le générique enjoy. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et en plus, on sait que voilà, ça a été revu, etc. Il y a des pull requests, des issues, donc il y a de quoi faire. Non, vraiment super truc, ça. Ok, donc ça c'est le dernier sujet. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, alors ça pour le coup, c'est parce que déjà c'est très visuel et je voudrais m'y mettre à un moment donné. Alors je remercie Titi Mobile à la Touraine Tech de m'avoir rappelé l'existence de Ratatouille, donc notamment pour créer des TUI, des Terminal User Interface, et je l'avais vu il y a un bail ce truc-là quand j'avais commencé à m'intéresser à Rust, même pas à en faire, hein, juste à m'intéresser. Et c'était notamment pour des cas comme ça. Et ça me permet de faire la transition aussi avec l'Advent of Code, parce que je pense que ça pourrait être sympa à un moment donné non, c'était bien en fait avec la démo. De faire de la visualisation. Hein. Vous en avez parlé sur l'Advent of Code, des gens qui font de la visualisation des algorithmes de l'Advent of Code. Et je me dis, je ferais bien des trucs comme ça pour voir ce que ça donne. C'est super fun, quoi. L'Australie avec le traceroute, etc. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et moi qui suis très stressant en fait sur tout ce qui est GUI, etc. et sur l'outil du démon. Et salut Benji. On va parler d'un sujet qu'on a vu à la Touraine Tech, de Ratatouille et des TUI en général. Et moi qui suis assez circonspect sur tout ce qui est GUI, etc. et sur l'usage qu'on fait de la souris, de voir que
En plus, ça a évolué, et puis en plus, ça a l'air d'être super facile à prendre en main. Je pense qu'à un moment donné, ouais, je pense que ça pourrait être fun. Alors peut-être pas faire une visualisation d'un truc de l'Advent of Code, peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être une bonne idée. Mais en tout cas, de mettre un peu le nez dans les TUI, notamment avec Ratatouille côté Rust, ça peut être extrêmement fun, quoi. On n'en fait pas assez, je pense. Ça, c'est typiquement le genre de mini-projet qui est à creuser. Voilà. Et le dernier... Alors, je vais mettre Ratatouille quand même, histoire qu'on... je l'ai mis le redirectory. Je l'ai pas mis le redirectory. Alors, on va mettre ça. Là, voilà. Tac. Je manque à mes obligations, c'est pas bien. Et donc Ratatouille, je le mets dans la foulée. C'est surtout pour m'amener à un dernier sujet qui sera lié à Rust, mais pas tout à fait. J'en avais peut-être parlé la dernière fois, mais j'avais parlé d'Expressif notamment et de la programmation sur circuit, sur microprocesseur. Voilà, je vais y arriver, etc. Et donc avec tout l'écosystème Rust qui tourne autour de l'embedded, eh ben je vais le montrer là, parce que je l'avais reçu, mais j'ai pas eu le temps, puisque forcément, le mec, il va galoper en conf, etc. Je vais le montrer là, je sais pas si on le montrera. Voilà, j'ai reçu ça de mon cher collègue Henri Gomez, des microprocesseurs avec lesquels on peut jouer, là, des ESP, alors je me rappelle plus lesquels, et j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc là aussi, je pense que je vais aller m'acheter des breadboards, des câbles, des machins, des diodes, etc. Alors c'est marqué quoi? ESP32 DevKit. Ouais. Et donc, là, je pense qu'il y a un terrain de jeu vraiment, vraiment super cool à faire. Donc voilà, et notamment avec de la programmation, avec du Rust, entre guillemets, un peu bas niveau. C'est aussi pour ça que je fais le stream. Ouais.